Monsieur le Président, Madame la Ministre, le 21 septembre 2001, souvenons-nous, à 10h17, l'explosion d'AZF marquait de manière indélébile le peuple français, la conscience concernant les risques technologiques. Et ce jour reste un jour gravé dans le marbre de notre législation. Cet événement a suscité des réactions en chaîne dans tous nos territoires. Des associations se sont créées. Chaque citoyen français a regardé autour de lui s'il n'était pas exposé à des risques. Chaque citoyen français a mesuré que ce qui apparaissait comme étant sans problème, sans risque, on vivait à côté, pouvait du jour au lendemain se transformer en accident grave et parfois en catastrophe. Le gouvernement de l'époque a écouté, a entendu toutes les réactions du peuple français et de ses associations. Le gouvernement de l'époque a considéré que la directive Seveso, qui, avant l'explosion de Toulouse, faisait qu'il existait sur nos territoires des périmètres de risque à l'intérieur desquels il n'était pas autorisé de densifier la population. Il n'était pas autorisé de construire des terrains sur des terrains à bâtir. Il était interdit d'agrandir sa maison. Un point, c'est tout. C'était suite à l'explosion de l'usine Seveso, à Seveso, que ce genre de disposition avait été mis en œuvre par l'Union européenne. Et depuis le 21 septembre 2001, le législateur a considéré qu'il n'était pas suffisant de dire aux citoyens français « vous êtes dans une zone de danger », que l'État français leur devait plus que cela et leur devait protection, devait leur dire exactement quelle était la nature du danger, devait leur dire exactement le niveau de dangerosité et devait leur dire, et c'était une avancée considérable, comment se protéger de ce risque, de ce danger. Et devait aussi faire travailler les générateurs de risques, les industriels, pour qu'ils réduisent le risque à la source. Et donc, en réduisant le risque à la source, ils protégeaient d'abord ceux qui travaillaient dans ces sites, ils protégeaient ensuite ceux qui avoisinaient ces sites, et ils protégeaient enfin, ils sortaient de la zone de danger, ceux qui vivaient et qui étaient habitants dans ces sites. C'était un progrès considérable que cette loi, dite loi Bachelot, dite loi sur les PPRT, dans le jargon que l'on utilise maintenant, mais plan de prévention des risques technologiques. Tous les mots sont importants dans cette loi. Plan de prévention des risques technologiques. Il fallait planifier comment nous allions prévenir qu'un accident ne se transforme pas en catastrophe à cause d'un risque technologique. Ce progrès était exceptionnel, vraiment exceptionnel. C'était en 2001. Nous sommes en 2021. La loi a été promulguée en 2003, Madame la Ministre. Ça veut dire qu'on a passé 18 ans à mettre en œuvre la loi sur les plans de prévention des risques technologiques. Pourquoi passer tout ce temps? Parce qu'il y avait des sites qui étaient identifiés à peu près à 800 dans le pays. Il y avait des sites où c'était assez simple. Une citerne de gaz, un périmètre autour, et il fallait travailler sur ce site-là. Et puis il y avait des sites où c'était beaucoup plus compliqué, parce qu'il y avait différents sites industriels qui généraient chacun des risques par rapport à l'environnement, mais il fallait aussi intégrer ce que l'on appelait l'effet domino, c'est-à-dire le fait qu'un site industriel pouvait peser sur un autre site industriel à risque et que cet effet domino pouvait avoir une dimension aggravante au niveau de l'accident industriel et se transformer en catastrophe. Et donc, ces sites plus complexes ont fait l'objet d'un plan de prévention
sur les risques technologiques, plus tardif, mais c'était plutôt une bonne chose, puisque ces sites plus complexes ont regardé comment les choses se mettaient en place. Alors la loi a été promulguée en 2003, mais il y a eu après 2003, et je pense que Madame la ministre a fait avec ses services l'inventaire, c'est-à-dire qu'en 2003, la loi ne disait pas tout, parce qu'elle ne pouvait pas tout dire. Elle ne disait pas combien ça allait coûter, parce que la loi était faite sous le coup de l'émotion et il fallait apporter une réponse rapide, très rapide, aux citoyens qui attendaient expressément une réponse. Et donc le législateur a considéré que, même s'il n'y avait pas toutes les précisions dans la loi, ça n'était pas gênant, puisqu'il fallait apporter une réponse et travailler ensuite. Et au fil du temps, les choses ont été précisées par le ministère de l'Environnement, avec les conseils et le Conseil supérieur de prévention des risques technologiques et différentes instances sont venus enrichir. Et puis les négociations, parce qu'il faut bien parler de négociations entre les industriels, entre l'État, entre les collectivités territoriales. À l'époque, on disait les collectivités territoriales qui touchent la taxe professionnelle, parce qu'on considérait que quelque part, elles avaient un intérêt à ce que les choses se fassent bien, puisqu'elles avaient une recette. Et il y a eu un accord qui faisait en gros un tiers entre ces trois acteurs au bout de quelques années pour accompagner la protection des populations. Ce qui était intéressant dans cette loi sur les PPRT, sa dimension essentielle aussi, ça a été la réduction du risque à la source. J'y reviens parce que dans ma bonne ville du Havre, il y avait une entreprise qui s'appelle Chevron Chemical et qui générait un rayon de risque de 2 km du temps de la directive Seveso. Et par l'effort de la réduction du risque à la source, parce que sinon ça aurait été un coût considérable, c'était la moitié de la ville, c'était près de 5000 habitants qui étaient concernés. Par la réduction du risque à la source, le changement du process qu'a fait cet industriel, non seulement il n'utilisait plus l'hydroxyde fluoré, qui était le gaz qui générait ce risque, mais en plus, le produit fini, par l'évolution de son process, était un produit de meilleure qualité que le produit précédent, qui était fabriqué de manière dangereuse. Comme quoi, inciter les industriels, inciter les acteurs générateurs de risques à réduire le risque à la source est quelque chose d'important. Et c'est cette loi, et c'est le fait qu'il fallait à un moment donné mettre la main à la poche pour indemniser ceux qui étaient soumis au risque, qui a fait qu'à un moment donné, les industriels se sont mis autour de la table, chez eux, ont cherché à réduire le risque à la source, ont été accompagnés pour ce faire dans le cadre du dispositif, et les régions se sont associées à cela, et tous avaient à cœur de dire il faut, que l'industrie continue à vivre, il faut, que ceux qui sont soumis, les petites entreprises qui sont autour et qui sont soumis, il faut les accompagner dans le déménagement pour les protéger. Ici, il fallait... Et que 3, ceux qui sont en extrême danger en ce qui concerne les résidents, eh bien, on leur rachète leurs biens pour les protéger. Et 4, les autres, on investit pour qu'ils aient les vitres qui permettent de résister au souffle, etc. Pourquoi je reviens sur la loi sur les PPRT ? Parce que la proposition qui vous est faite aujourd'hui, de considérer comme étant un risque technologique et de l'inscrire dans cette loi, ce qui concerne les infrastructures de transport de matières dangereuses, et je ne parle pas des lignes de chemin de fer qui transportent, mais bien de l'endroit où on manipule les matières dangereuses, les quais ferroviaires, les quais portuaires, les sites où on charge les camions, que ces endroits-là soient considérés comme étaient considérés les usines Seveso seuil haut, que l'on avance là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a deux écoles. Une école qui nous dit, et je vais avoir l'indulgence du président, je l'espère, une école qui nous dit il n'y a pas de risque, il n'y a pas de danger. Et donc, on a tout intégré, on respecte les lois européennes, etc. Je voudrais le croire. Mais il y a aussi le préfet qui communique aux maires des portées à connaissance qui disent, après des études de danger, monsieur le maire, vous devez limiter l'urbanisation de telle zone ou telle zone. Et après, la balle est dans le camp du maire. C'est à lui d'appliquer. Et parfois, dans un même endroit, des voisins ont été soumis à la directive PPRT, à la loi PPRT, et ont été indemnisés pour se protéger. Et dans la même ville,
D'autres se retrouvent avec un porté à connaissance qui leur dit « vous êtes en danger », sans d'ailleurs leur préciser de quelle nature, sans d'ailleurs leur préciser comment se protéger, et sans d'ailleurs les accompagner pour se protéger. Et donc, on vous propose de considérer ces sites de transport de matières dangereuses, de manipulation de matières dangereuses, comme étant des sites équivalents aux sites Seveso seuil haut. C'est le sens de cette proposition de loi. C'est pour que les habitants qui ont passé leur vie à acheter leur maison, à construire leur maison, qui ont passé leur vie dans ces quartiers-là, n'aient pas un bien dévalorisé, mais c'est surtout aussi pour inciter tous ces acteurs concernant le transport des matières dangereuses à réduire le risque à la source, dans la même logique que nous l'avons fait, merci Monsieur le Président, dans la même logique que nous l'avons fait à l'occasion de la loi Bachelot et de la loi sur la prévention des risques technologiques. Merci à vous. Merci Monsieur Lecoq, merci. Je n'ai pas été uniquement bienveillant, mais j'ai été pendant 19 ans maire d'une ville qui avait 14 sites Seveso seuil haut sur son territoire. Et je me suis reconnu dans... J'ai eu toute une partie de ma vie qui a défilé dans votre intervention. La parole. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, cher Jean-Paul, vous présentez, Monsieur le rapporteur, et vous saisissez notre Assemblée sur une proposition de bon sens. C'est le mot qui revient dans la bouche de tout un chacun examinant cette proposition, à savoir inclure les ouvrages d'infrastructures de stationnement, chargement et déchargement de matières dangereuses dans les dispositions réglementaires des PPRT. En quoi cette proposition est-elle cohérente? Vous l'avez rappelé, d'abord car elle s'inscrit pleinement dans les travaux conduits à l'époque après l'explosion d'AZF par la ministre Bachelot, qui, là encore, vous l'avez indiqué, dès cette date, faisant donc adopter la loi sur le PPRT, précisait que des dispositions ultérieures devraient les consolider, dont celles concernant ce type d'infrastructure. Entendons bien entrepôts ferroviaires, quais et docks portuaires, installations multimodales et entreprises de transport, dont les sites abritent les matières dangereuses. À savoir des installations qui, chacun se plaît à l'entendre dans cet hémicycle, vont être appelées à se développer au gré des échanges internationaux et nationaux et des politiques publiques dont on nous dit qu'elles vont porter sur le développement de ces infrastructures de logistique, car elles font bien partie de la chaîne logistique entrante et sortante des sites industriels Seveso. Identifié, je crois me souvenir, monsieur le rapporteur, au nombre d'une quarantaine lorsque vous faites cette proposition, il s'agit de nœuds de localisation fixes et permanents de produits à risque qui y transitent plus ou moins longtemps. La sécurité, mais aussi la sûreté, y sont déterminants. Nous avons entendu les collègues de la majorité indiquer que la réglementation européenne des transports de matières dangereuses présentait les garanties nécessaires en la matière. Outre le fait que le texte vise des lieux d'hébergement et non des flux en mouvement, les dispositions afférentes au transport de matières dangereuses devraient, tout au contraire des affirmations de la majorité, devraient utilement se voir complétées par la proposition du rapporteur, sous couvert, bien évidemment, d'un travail qu'il conviendrait de mener. La transparence et la responsabilisation pour l'ensemble des acteurs des périmètres et territoires concernés est elle-même essentielle. En premier lieu, bien évidemment, pour les habitants riverains qui doivent pouvoir disposer d'une information et d'une communication fiable, et ce, d'autant plus qu'elle déclenche des facultés et des droits, notamment en matière d'urbanisme et d'habitat.
Il en va de même pour les collectivités territoriales qui ont besoin d'une lisibilité quant à leur projet de développement urbain. Étendre la réglementation des PPRT à ces installations, c'est renforcer la vigilance de tous les acteurs locaux. Cette fameuse culture du risque dont tout le monde parle, à juste titre, mais trop souvent après coup dur. C'est tout autant des moyens aux riverains que de se prémunir et de prémunir leurs biens de préjudices potentiels. C'est enfin, vous l'avez dit, mobiliser les entrepreneurs en élevant, certes obligatoirement, mais nécessairement, le niveau de surveillance et de contribution vis-à-vis de l'intégrité de leur entreprise et des bassins de vie sociale qui l'entourent. Rien, ni, bien évidemment, la complexité des PPRT et leur articulation avec la réglementation des flux de transport dangereux, ni les enjeux financiers liés aux mesures de protection ne pourraient justifier un renoncement, si ce n'est une absence de volonté politique à poursuivre le certes long travail, mais nécessaire travail entrepris depuis de très longues années et que notre rapporteur propose aujourd'hui de compléter. Dois-je vous rappeler, et d'autres sur ces bancs, en particulier notre collègue Gérard Le Seul, député de Seine-Maritime, comme nous, dois-je vous rappeler que l'accident majeur de Lubrizol, qui a lourdement affecté l'agglomération rouennaise jusqu'aux confins du pays de Bray, voire dans le nord de la France, eh bien, met en cause un site d'entrepôt logistique contigu à un site de production, pourtant tous deux couverts par un PPRT. Dois-je vous rappeler qu'il a fallu plusieurs jours pour identifier clairement les matières dangereuses entreposées tout à la fois dans le site de production et dans le site d'entrepôt directement contigu à Lubrizol. Alors, Madame la Ministre, à défaut, bien évidemment, d'être responsable, et ce n'est pas le propos qui est porté par le rapporteur, à défaut d'être responsable d'un quelconque accident, nous savons que le risque zéro n'existe pas en la matière. Ne soyez pas, s'il vous plaît, coupable pour quelques poignées de dollars, car, oui, je dis volontairement pour quelques poignées de dollars, car nous sommes, en Seine-Maritime, toujours concernés par les suites de cet accident majeur. J'ai en mémoire, et sans doute quelques-uns ici encore, les propos des maires qui ont été auditionnés par le président Bouillon lors de la mission qui lui a été confiée à la suite de l'accident de Lubrizol. Que nous ont dit les maires de l'agglomération rouennaise, mais aussi de la ruralité, comme je l'indiquais tout à l'heure, directement interpellés par cet accident? Que nous disaient les maires? Ils nous disaient « nous voulons être informés sur des bases claires de ces périls qui potentiellement peuvent affecter nos populations.
nous souhaitons, qu'il s'agisse de l'axe Seine, particulièrement sensible à cette problématique, mais aussi de l'axe rhodanien, et je me tourne vers notre collègue d'Harréville, de ces bassins industriels qui sont intéressés par cette concentration de sites Seveso, mais également de sites d'entreposition, de chargement, de déchargement de ces flux de produits dangereux. Que nous disait-il? Il nous disait: nous voulons l'exemplarité. Nous voulons l'exemplarité. Engager une politique d'exemplarité en la matière, nous sommes prêts, sur nos territoires, à nous engager sur cette question pour que nous-mêmes, nos habitants en premier lieu, et l'ensemble des acteurs industriels, sociaux de nos territoires puissent vivre en paix, en ayant le sentiment d'avoir été jusqu'au bout de ce qui nous est permis d'attendre en matière de risques industriels. C'est un pas que vous propose notre rapporteur. Merci.